La semaine dernière, ma mère est entrée chez moi, apportant des biscuits faits maison et affichant un sourire que je n'avais pas vu depuis plus d'1 an. Mon père se tenait derrière elle, habillé comme s'il s'apprêtait à conclure une affaire. Ma sœur, Chloé, n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, me regardant à peine dans les yeux. Ils n'étaient pas là parce que je leur manquais. Ils étaient là parce qu'ils voulaient mon héritage de 2,8 millions d'euros, et j'étais sur le point de détruire chacun de leurs plans. Avant de plonger dans cette histoire de trahison familiale et de la plus douce vengeance légale que vous n'entendrez jamais, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton « J'aime » si vous avez déjà eu affaire à des membres de votre famille avides qui n'apparaissent que lorsqu'il y a de l'argent en jeu. Et assurez-vous de regarder jusqu'à la toute fin, car je partagerai mon opinion sur le fait de savoir si Camille a eu raison ou tort. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La sonnette a retenti à exactement 14 h un samedi après-midi. Je n'attendais personne, mais quand j'ai ouvert la porte, ils étaient là. Béatrice, ma mère, tenant une boîte de biscuits décoratifs comme si nous étions les meilleurs amis du monde. Gérard, mon père, avec son sourire d'entreprise bien rodé. Et Chloé, ma sœur aînée, en tenue de ville décontractée comme s'il s'agissait d'une réunion de conseil d'administration et non d'une visite familiale. Camille. La voix de ma mère était mielleuse, le genre de ton que l'on utilise avec des inconnus. Tu nous as tellement manqué. Pouvons-nous entrer? Je me suis écarté, car que pouvais-je faire d'autre? Ils sont entrés dans mon salon, dans cette maison qu'ils n'avaient jamais visitée une seule fois depuis que je l'avais achetée il y a 3 ans. Ils n'avaient jamais aidé à la compte. Jamais demandé à voir l'endroit. Ne s'en étaient jamais souciés. Mais maintenant ils étaient là, et ils complimentaient tout, le parquet en bois franc, les moulures au plafond, la vue depuis la baie vitrée. C'était étrange, comme si je portais la peau de quelqu'un d'autre. Nous nous sommes assis, cet arrangement gênant de personnes qui partageaient un ADN mais rien d'autre. Maman a posé les biscuits sur ma table basse. Papa a croisé les jambes décontractées, à l'aise, comme s'il était venu ici 100 fois. Chloé ne cessait de regarder autour d'elle, calculant probablement la valeur immobilière dans sa tête. Les banalités ont duré peut-être 5 minutes, le temps, la circulation, le nouveau travail de Chloé. Tout ce non-sens superficiel, et je sentais la pression monter, la vraie raison de leur présence, qui leur brûlait les lèvres, désespérés de s'échapper. Finalement, papa s'est penché en avant. Son expression a changé pour devenir quelque chose que je reconnaissais de mon enfance, le regard qu'il lançait aux clients quand il voulait quelque chose. Alors, Camille, dit-il, la voix chaleureuse et conspiratrice. Nous avons réfléchi. Cela fait 2 ans que grand-mère Evelyne et grand-père Augustin sont décédés. Nous pensions qu'il était peut-être temps de nous asseoir tous ensemble pour discuter de la succession. Tu sais, l'héritage, la propriété. Ça y était. Le masque était tombé juste assez pour que je le voie, la faim, le sentiment de droit, le calcul. J'ai pris une longue gorgée de mon café, les observant par-dessus le bord de la tasse. Le sourire de maman était figé. Chloé avait arrêté de faire défiler son téléphone. Ils me regardaient tous, attendant, comme des vautours tournant autour de quelque chose qu'ils croyaient déjà mort. Intérieurement, je souriais parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient, quelque chose qui allait leur briser le cœur. Quand grand-mère Evelyne a appelé pour me demander de venir à la maison sur la Côte d'Azur, sa voix semblait différente, fragile, comme si elle portait quelque chose de lourd. J'ai conduit les 2 heures le long du littoral, dépassant les falaises et les routes sinueuses que j'avais mémorisées à l'adolescence. Cette maison, cette belle et vaste propriété perchée au-dessus de la mer, avait été ma vraie maison, pas le manoir froid et vide où vivaient mes parents, où ils travaillaient toujours, voyageaient toujours, étaient toujours trop occupés. Quand j'avais 15 ans, ils m'avaient essentiellement envoyé vivre chez mes grands-parents. Oh, ils appelaient ça un meilleur arrondissement scolaire, et plus de stabilité. Mais la vérité était plus simple, je les dérangeais. Grand-mère et grand-père m'ont élevé. Ils ont payé mes études universitaires. Ils étaient présents à chaque remise de diplôme, chaque étape importante, chaque moment qui comptait. Ils étaient mes parents à tous points de vue, sauf biologiquement. Quand je suis arrivé ce jour-là, les mains de grand-mère tremblaient légèrement en servant le thé. Grand-père s'est raclé la gorge 2 fois avant de parler, comme il le faisait quand quelque chose était sérieux. Nous devons parler de l'avenir, dit-il. De ce qu'il adviendra de cet endroit quand nous ne serons plus là. Ma poitrine s'est serrée. Je ne voulais pas y penser. Ton père, dit doucement grand-mère en posant sa tasse de thé, nous a appelés 3 fois cette année.
Il veut connaître notre plan de succession, la valeur de la propriété, savoir si nous avons pensé à vendre. Mon estomac s'est noué. Vendre? Grand-père a hoché la tête, la mâchoire serrée. Il a fait des recherches sur des maisons comparables. Cette propriété vaut près de 2,8 millions d'euros maintenant. Et Gérard, ton père, il voit des signes d'euros, pas des souvenirs. Je me sentais mal. Cette maison contenait 60 ans de leur vie commune. Chaque pièce était une histoire. Chaque coin, un souvenir. Nous ne voulons pas que cela devienne une guerre d'enchères quand nous serons partis, dit grand-mère, la voix tremblante. Nous ne voulons pas que tes parents et Chloé se battent pour ça, le vendent à des étrangers, effacent tout ce que nous avons construit. Grand-père a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Nous avons parlé à une avocate spécialisée en succession, ma chérie. Nous voulons que tu hérites de cette propriété. Pas tes parents. Pas Chloé. Toi. Mais nous devons le faire correctement, pour que ce soit inattaquable. Au cours des 6 mois suivants, j'ai regardé mes grands-parents travailler avec leur avocate, une femme vive d'esprit nommée Charlotte Durand, spécialisée en planification successorale. Elle était méticuleuse, enregistrant tout, documentant chaque étape. Le plan qu'ils ont créé était sans faille. Ils ont établi une fiducie révocable entre vifs alors qu'ils étaient tous deux vivants et pleinement compétents, avec une documentation médicale approfondie prouvant leur capacité mentale. La propriété côtière a été directement transférée dans cette fiducie, la retirant entièrement de leur masse successorale. J'ai été nommé bénéficiaire principal, l'unique héritière de la propriété à leur décès à tous les deux. Mais c'est là que le plan est devenu brillant, ils ont inclus une clause de non-contestation. Quiconque contesterait la fiducie perdrait entièrement son héritage. Pour la rendre exécutoire, ils ont laissé à mes parents et à Chloé 45 000 euros chacun, juste assez pour qu'ils aient quelque chose à perdre s'ils se battaient. Ils ont également mis en place une disposition de reliquat caritatif, me donnant la possibilité de convertir mon héritage en une fiducie caritative si je le choisissais. Charlotte a enregistré plusieurs sessions vidéo avec mes grands-parents expliquant leurs souhaits, leurs raisonnements, et confirmant que personne, surtout pas moi, ne les pressait. Tes parents ne peuvent pas toucher à ça, m'a dit Charlotte sans détour lors d'une réunion. Ce n'est pas dans la masse successorale. Tes grands-parents ont la liberté testamentaire, le droit légal de laisser leurs biens à qui ils le souhaitent tant qu'ils sont compétents, ce qu'ils sont clairement. C'est inattaquable. Quand grand-mère Evelyne est morte paisiblement dans son sommeil il y a 2 ans, grand-père Augustin a suivi 2 mois plus tard. Je pense qu'il ne supportait pas d'être sans elle. La fiducie a été financée automatiquement à leur décès. Pas de tribunal des successions, pas de négociation familiale. La propriété est devenue mienne, accompagnée d'une lettre qu'ils avaient écrite ensemble. Camille, nous t'avons élevé. Nous connaissons ton cœur. Tes parents ont choisi l'argent plutôt que la famille il y a longtemps. Cette maison mérite quelqu'un qui honorera ce qu'elle signifiait pour nous. Fais en ce qui t'apporte la paix. J'ai pleuré pendant des heures en lisant ces mots. Les appels de mes parents ont commencé dans les 3 jours suivant les funérailles de grand-père. Camille, nous devons parler de la succession. Il doit y avoir des biens à diviser. C'est seulement juste. Comment ça, tout est à toi? Ça ne peut pas être légal. Je leur ai envoyé à chacun une copie du document de fiducie. Les appels sont devenus furieux. Papa a crié à l'influence indue et a menacé de faire appel à des avocats. Ils ont engagé des avocats 3 différents sur 18 mois. Chaque avocat a examiné la fiducie et leur a dit la même chose, c'était légal, correctement exécuté et inattaquable. S'ils poursuivaient et perdaient, ils perdraient leurs 45 000 euros. Finalement, après 1 an et demi de rage, de menaces et de silence, les appels ont cessé. Je pensais que c'était fini, jusqu'à la semaine dernière. Assise dans mon salon à les regarder faire semblant de s'en soucier, j'ai réalisé qu'ils avaient planifié cela, la visite coordonnée, la fausse chaleur, les biscuits. Alors, dit maman, enlevant un duvet imaginaire de sa manche de créateur. Nous pensions que, puisque tu as eu le temps de faire ton deuil, nous pourrions peut-être discuter de la vente de la propriété maintenant. La partager correctement, en famille. Correctement, répéta Chloé, sa voix tranchante sous le sourire. Des parts égales. C'est seulement juste, Camille. Je me suis adossé à ma chaise, les étudiants. Partager quoi, exactement? Le visage de papa s'est illuminé de soulagement. Il pensait que j'étais d'accord. La maison, évidemment.
Nous avons déjà été contactés par un promoteur intéressé par le terrain. Une propriété en bord de mer comme ça. Nous pourrions en obtenir 3,7 millions d'euros, peut-être plus. Ta part serait toujours de plus d'1 million après les impôts et les frais. Ta part. Comme s'il me faisait une faveur. Alors, vous avez déjà trouvé un acheteur, dis-je lentement. Eh bien, nous voulions être préparés, dit maman rapidement. Une fois que tu seras d'accord, nous pourrons agir vite. Régler ça. Mettre tout ça derrière nous. Chloé hochait la tête avec empressement. C'est ce que grand-mère et grand-père auraient voulu. L'unité familiale. Ce mot, famille, sortant de sa bouche, ressemblait à une gifle. Je me suis levé et je me suis dirigé vers mon bureau. Ils m'ont regardé, confus, alors que je sortais un dossier et revenais dans le salon. Qu'est-ce que c'est? Chloé fronça les sourcils. Des documents que j'ai déposés l'année dernière, dis-je calmement, en posant le dossier sur la table basse. J'ai pensé que vous voudriez peut-être voir ce que j'ai fait de mon héritage. Chloé a attrapé le dossier et l'a ouvert. Ses yeux ont parcouru la première page, puis se sont écarquillés. Elle a tourné les pages plus vite, lisant, son visage devenant blême. Ça dit, sa voix s'est brisée. Tu as créé une fiducie résiduaire de bienfaisance. Oui, dis-je. La fondation Moreau, du nom de jeune fille de grand-mère. J'ai transféré la propriété dans une fiducie unitaire de bienfaisance à reliquat. Je reçois 5% de la valeur de la propriété annuellement pour le reste de ma vie comme revenu. À ma mort, le reliquat finance des bourses d'études pour les étudiants à faible revenu. Le silence dans la pièce était suffocant. Papa a arraché le dossier à Chloé, lisant frénétiquement. Tu l'as donné? Non, dis-je. J'ai structuré mon propre héritage d'une manière qui honore les valeurs de grand-mère et grand-père tout en assurant mon avenir. C'était ma propriété. J'avais toute l'autorité légale pour en faire ce que je voulais. Maman cligna des yeux comme si j'avais parlé une langue étrangère. Mais nous sommes une famille. Une famille est présente, dis-je doucement. Une famille appelle. Une famille se soucie quand il n'y a pas d'argent en jeu. Vous n'êtes plus ma famille depuis que j'ai 15 ans. Chloé a refermé le dossier brusquement, le visage tordu de rage. Tu ne peux pas faire ça. C'est insensé. Je l'ai déjà fait. Il y a 18 mois. Ma propriété, mon choix. Nous allons te poursuivre en justice. A crié papa en se levant. C'est de la fraude. Tu les as manipulés. Allez-y, dis-je calmement. Vous avez consulté 3 avocats au sujet de la fiducie originale. Tout le monde vous a dit que c'était légal et inattaquable. C'est la même chose ici. Je possédais la propriété en pleine propriété. Je l'ai légalement transférée dans une fiducie caritative. Vous n'avez aucun fondement, aucune réclamation, et aucun droit de contester mes décisions. La pièce a éclaté, cris, accusations, menaces. Maman pleurait de vraies larmes. Probablement la première émotion sincère que je voyais de sa part depuis des années. Chloé m'a traité d'égoïste, de cruel, d'ingrate, mais je n'ai pas bronché. Vous savez quelle est la meilleure partie, dis-je, coupant court au bruit. La fiducie est irrévocable. Je ne peux pas l'annuler. Donc, aucune culpabilisation, manipulation ou menace légale ne changera quoi que ce soit. C'est fait pour toujours. Le visage de papa est passé du rouge au blanc. Tu le regretteras. La famille passe avant tout, Camille. Je l'ai regardé dans les yeux. La famille passe en premier quand elle se comporte comme une famille. Grand-mère et grand-père étaient ma famille. Vous n'étiez que des gens avec qui je partageais un ADN. Il n'a rien eu à répondre à cela. Ils sont partis sans un mot de plus. Maman a attrapé sa boîte de biscuits en sortant. Chloé a claqué la porte si fort qu'un cadre photo a tremblé sur le mur. Et puis, enfin, j'étais seul. Je suis resté assise dans le silence, les mains tremblantes, l'adrénaline parcourant mes veines. Je l'avais fait. Je l'avais vraiment fait. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à la propriété sur la côte. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, et la lumière frappait les fenêtres de la maison de mes grands-parents juste comme il fallait, faisant briller l'endroit tout entier. J'ai déverrouillé le portail et j'ai traversé le jardin où grand-mère plantait des roses chaque printemps. La brise de l'océan sentait le sel et les souvenirs.
Cet endroit était en sécurité, protégé, intouchable. La première bourse de la Fondation Moreau a été attribuée le mois dernier, 5 000 € à une jeune femme nommée Sarah qui étudie le droit de l'environnement. Sa lettre de remerciement est arrivée la semaine dernière. Votre générosité a changé ma vie, écrivait-elle. Je suis la première personne de ma famille à aller à l'université. Vos grands-parents seraient si fiers de ce que vous avez construit en leur nom. J'ai pleuré en la lisant parce qu'elle avait raison. Ils seraient fiers. Il ne s'agissait pas de vengeance, pas vraiment. Il s'agissait de protection, d'honorer les personnes qui m'aimaient vraiment en veillant à ce que leur héritage aille à quelqu'un qui le méritait, pas à des gens qui ne voyaient que des signes d'euros. Mes parents peuvent engager d'autres avocats s'ils le veulent. Ils entendront la même chose à chaque fois, je la possédais. Je l'ai transférée légalement. Ils n'ont aucune réclamation. Fin de l'histoire. Et c'est exactement comme ça que grand-mère Evelyne et grand-père Augustin l'auraient voulu. La justice ne ressemble pas toujours à la vengeance. Parfois, elle ressemble à un fonds de bourse d'études, une maison protégée, et la paix de savoir que vous avez agi correctement envers les personnes qui ont agi correctement envers vous. Voici ce que je pense, Camille n'a pas obtenu sa vengeance, elle a obtenu justice. Ses parents l'ont abandonnée à 15 ans, l'ont ignorée pendant des années, puis sont arrivés avec des biscuits quand il y avait des millions sur la table. Ce n'est pas de la famille, c'est de l'opportunisme. Mais elle n'a pas simplement coupé les ponts par dépit. Elle a créé un fonds de bourse d'études qui honore ses grands-parents et aide des étudiants comme elle l'était autrefois. Elle a assuré son propre avenir avec ce revenu de 5% tout en veillant à ce que la majeure partie aille à des personnes qui le méritent vraiment. A-t-elle eu tort? Absolument pas. On ne peut pas abandonner quelqu'un et ensuite exiger son héritage. Les grands-parents savaient exactement qui était leur fils, et ils se sont assurés que leur héritage aille à la bonne personne. Qu'en pensez-vous? Laissez vos avis dans les commentaires. Et si vous aimez cette histoire, abonnez-vous pour plus d'histoires de vengeance de forums en ligne qui prouvent que la justice peut être à la fois légale et absolument sauvage. Croyez-moi, nous ne faisons que commencer.